Bienvenue à tous dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart qui décrypte les marchés. Au sommaire de cette édition, ce soir, le grand écart entre la France et les US. Après 2 jours de légère hausse, on est reparti aujourd'hui sur le même scénario que la semaine dernière. Après une reprise très timide à l'ouverture, le risque politique a fait flancher le CAC à la mi-journée. L'indice phare de la Bourse de Paris est passé aujourd'hui sous la barre des 7600 points. L'indécision se fait ressentir à la fois sur le marché actions et sur le marché obligataire. L'écart de ton entre Bund et OAT reste élevé aujourd'hui, se creuse même. Côté US, si les marchés sont fermés aujourd'hui en raison du Juneteenth, la journée de commémoration de la fin de l'esclavage, ils n'en font pas moins l'actu, avec des plus hauts historiques atteints hier qui contrastent avec le marché européen. Le Nasdaq est sur les 17 862 points, le S&P sur les 5 487, dopé par les performances des géants de la tech. Au sommaire également, la France épinglée pour son déficit. Bruxelles recommande d'ouvrir une procédure pour déficit public excessif contre la France, mais nous ne sommes pas seuls. 7 pays sont également concernés. La mesure s'applique à la Belgique, l'Italie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovaquie. Tous ces pays ont dépassé l'an dernier la barre fatidique de 3% du PIB pour les déficits publics fixés par le pacte de stabilité. Le déficit de la France atteint lui les 5,5. Les règles européennes imposent aux pays en déficit excessif une réduction minimum du déficit de 0,5 points par an et des sanctions financières à hauteur de 0,1% du PIB par an pour les pays qui présentent des plans de correction inefficaces et refusent de mettre en œuvre les corrections imposées par Bruxelles, ce qui représenterait tout de même 2,5 milliards d'euros dans le cas de la France, mais soulignons quand même que ces actions n'ont encore jamais été appliquées. Voilà pour les sujets du jour. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir avec nos invités dans Planète Marché. Enfin, en dernière partie d'émission, dans le quart d'heure thématique, nous vous proposons de revenir sur le bilan 2024 des Assemblées Générales avec Michael Herskovitch qui était l'invité de Marché à thème dans Smart Bourse le 10 juin dernier. Vous retrouverez les propos du directeur de l'engagement et politique de vote de BNP Paribas AM. Mais tout de suite, avant d'accueillir nos invités, nous faisons le point sur les marchés avec Pauline Gratel, chaque soir en introduction de Smart Bourse, Tendance mon ami. Alors Pauline, que s'est-il passé sur les marchés financiers aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, les bourses européennes doivent faire sans Wall Street. Le CAC 40 recule après son rebond de plus de 1,5% sur les 2 séances précédentes. Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation à 10 ans française progresse légèrement, autour de 3,15%. Le rendement de l'obligation à 10 ans allemande est légèrement au-dessus des 2,40%. L'écart entre ces deux obligations ressort à environ 74 points de base. Alors, le marché US est fermé aujourd'hui, ça ne vous a pas empêché de jeter un œil à Wall Street. Alors, y a-t-il des choses à noter sur un côté américain ? Côté américain, il y a plusieurs choses à noter même, à commencer par la pluie de records inscrits par le S&P 500 et le Nasdaq Composite. Wall Street signait son 7e jour de hausse consécutif, porté par plusieurs valeurs, dont Nvidia, qui passe devant Apple et Microsoft pour devenir la première capitalisation mondiale. Le titre était en hausse de 3,5% hier, ce qui a permis à l'entreprise de voir sa capitalisation boursière monter à 3 400 milliards de dollars. Depuis le début de l'année, Nvidia progresse de plus de 170%. Alors, niveau indicateur, c'est l'inflation britannique qui a fait l'actu aujourd'hui. Oui, l'inflation britannique du mois de mai qui atteint le seuil des 2% sur un an, une première depuis 2021 et après 2,3% en avril. Dans sa version core, l'indice des prix à la consommation ressort à 3,5% en mai sur un an, après 3,9% le mois précédent. Ces données cœur montrent que les pressions sous-jacentes sur les prix restent prononcées. Le seuil des 2% est ainsi atteint à la veille de la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre qui rendra sa décision demain. Et alors, côté européen, on a la Commission européenne qui ouvre une procédure contre la France. Oui, pour déficit public excessif. Et il n'y a pas que la France qui est concernée, puisqu'en tout, ce sont 7 pays de l'Union européenne qui sont épinglés. En ce qui concerne la France, cette décision était attendue parce qu'elle s'ouvre automatiquement
quand le déficit d'un pays dépasse 3% de son PIB. Si la trajectoire n'est pas corrigée, cette procédure pourra aboutir à une sanction financière. Et alors, quelles sont les valeurs qui se sont démarquées aujourd'hui ? Au sein du CAC 40, il faudra prêter une attention particulière à Société Générale. La banque annonce la cession de Shine, sa néobanque destinée aux professionnels. Ce projet de cession participe à la simplification de Société Générale. Le titre recule légèrement aujourd'hui. Mis à part cela, les valeurs parisiennes sont animées par les analystes aujourd'hui. Dassault Systèmes chute de plus de 3%. BNP Paribas Exane passe de neutre à sous-performance. Accor gagne plus de 2% au cours de la séance après que Barcalis a relevé sa recommandation. Enfin, un mot sur Atos qui bondit de plus de 50% au cours de la séance. Cela fait plusieurs séances que le titre est en hausse et à 2 chiffres. Depuis 5 jours, Atos s'envole de plus de 120%. Et pour demain, Pauline, le programme ? Comme je le disais au début, la Banque d'Angleterre rendra sa décision de politique monétaire. Le reste des statistiques nous viendra des États-Unis. Les investisseurs seront attentifs à l'indice de la Fed de Philadelphie du mois de juin, ainsi que des mises en chantier et des permis de construire américains pour le mois de mai. Merci Pauline. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, le point marché de Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Christian Parizeau, président de Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là. Merci également à Vincent Genzi, directeur de la stratégie de Cholet-Dupont-Oudard. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Et bonsoir Xavier. Merci d'être là. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Alors, on va commencer par ce qui fait l'actualité sur le marché obligataire face au risque politique. Alors, tous les regards sont tournés vers le spread, ce fameux écart entre l'OAT et le Bund. La France emprunte désormais plus proche de l'Italie, du Portugal ou de la Grèce que de l'Allemagne. Est-ce à dire que la France devient un pays périphérique ? Alors, les PIGS vont-ils laisser la place aux PIGS ? C'est la question. Christian, est-ce que vous voulez commencer là-dessus ? Oui, on n'est pas véritablement aujourd'hui dans quelque chose de trop violent quand même. Faut relativiser, parce que une vraie crise, la crise des souverains, c'était 600 points de base. On avait eu des mouvements de 500 à 600 points de base et là, ça faisait vraiment très mal. Donc là, on est sur des marchés plutôt attentistes pour moi. Ouais. Alors il y a quand même quelques éléments. Il faudra regarder de très près les émissions du Trésor français, voir si véritablement il y a toujours un appétit, notamment des non-résidents, puisque ça c'est un élément important dans les émissions nouvelles du Trésor français. On le regarde aux États-Unis et on avait eu une petite tension sur les taux américains sur une semaine parce que justement on avait eu une baisse des non-résidents et donc ça avait créé quelques tensions. Alors je vous laisse imaginer dans l'état actuel des choses si on avait véritablement une déception. Donc il y a cet élément-là à regarder, mais j'ai le sentiment que quand même globalement les marchés vont être plutôt dans l'attente des résultats des législatives, voir ce qu'il en ressort, est-ce qu'il y a une majorité ou pas. S'il n'y a pas de majorité, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne nouvelle non plus, mais en tout cas, on verra ce qui ressortira. Et puis derrière, je pense que le vrai enjeu, ce sera le prochain budget français, parce qu'on sent que quand même, quelles que soient les politiques qui arrivent, il y a quand même énormément de contraintes, beaucoup de promesses électorales, mais qui ne peuvent pas s'appliquer dans les faits. Je prends par exemple baisser la TVA, on ne peut pas le faire sans l'accord de l'Europe, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Abroger la réforme des retraites par un décret, abroger une loi par un décret, j'ai jamais vu ça. Constitutionnellement, je pense que ça passerait pas. Donc il y a plein d'éléments, on pourrait faire la liste de tout ce qui est promis. Tout ça va devoir être reposé, voir vraiment dans le prochain budget qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on inscrit dans le budget. Et moi, je pense qu'on va rester plutôt sur des marchés obligataires très volatiles. Et ça va être un vrai frein. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, tout le risque sur les marchés va se concentrer à travers les taux longs. Que ça soit américain ou européen. Américain, parce qu'on va se rapprocher des élections présidentielles américaines, et moi je pensais qu'on allait avoir une fenêtre de volatilité plutôt à l'approche du mois de novembre. Mais bon, on va l'avoir, à mon avis, peut-être un petit peu accéléré. Et puis cet été, on aura toutes ces discussions, toutes les déclarations politiques, notamment en France, qui pourront créer de la volatilité. Mais le vrai risque, ça sera in fine le projet de budget pour 2025 et voir ce qu'il en ressort en termes de déficit public. Et ça sera ça qu'il faudra à ce moment-là être crédible sur ce que veut faire la France. Et c'est là qu'on aura véritablement des sanctions ou pas des investisseurs par rapport à ça.
Vincent, votre avis sur les conséquences du risque politique sur le marché obligataire? Moi, je partage tout ce qu'a dit Christian. J'y ajouterais que cette volatilité, elle va être alimentée dans les prochaines semaines par les sondages, par les simulations qui vont être faites, et c'est extrêmement compliqué puisqu'il y a 577 élections locales et qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas encore très claires. Donc, je pense que à 2 tours. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'on commencera à avoir des simulations. Ça peut faire bouger les spreads et les marchés dans un sens ou dans l'autre. Et le deuxième élément, c'est les ajustements de programme, dont les partis extrêmes savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'appliquer en totalité. On a déjà vu des petites évolutions dans les principaux points de programme qui seraient retenus pour les législatives. Je pense que ces 2 éléments-là vont nous donner le tempo des marchés jusqu'au 7 juillet. D'accord. Donc jusqu'au 7 juillet, grosse volatilité et ensuite... Je ne dis pas grosse volatilité, mais volatilité en fonction des news qui pourraient apparaître, moins sur le plan économique ou de l'inflation, mais sûr que sur le plan politique. Des résultats possibles ou non et des évolutions programmatiques. D'accord, très bien. Xavier, votre opinion là-dessus? Moi, j'ai un peu différé. Vous avez dit tout à l'heure dans votre propos introductif que la France se finançait à des conditions de l'Espagne ou de l'Italie. Plus proche de l'Espagne ou de l'Italie que de l'Allemagne. Non. Le spread a évolué, oui. Mais en termes nominaux, c'est l'information majeure de la semaine dernière. Il ne s'est rien passé. Ouais. On est sur des niveaux le niveau de financement identique, c'est juste qu'il y a eu un report vers le Bund allemand. Mais c'est important. C'est important parce que vous entendez des déclarations, y compris de responsables politiques, y compris de l'actuelle majorité relative, annoncer que les conditions de financement de la France se sont violemment dégradées. C'est faux. Les conditions de la France ne se sont pas dégradées sur la semaine dernière parce qu'il y a eu un miracle, si on peut dire, c'est-à-dire qu'on a eu une baisse des taux nominaux à travers le monde grâce aux bons chiffres d'inflation américaine qui a intégralement compensé l'évolution du spread, c'est-à-dire du différentiel par rapport à l'Allemagne. Donc en conditions de financement, il ne s'est rien passé. Moi, je diffère un peu de l'analyse qui vient d'être faite. Je pense qu'on est au tout début d'une crise majeure. D'accord. Pourquoi? Parce qu'au fond, la dissolution, elle a eu une première victime collatérale, au-delà de la démocratie et des incertitudes, c'est la consolidation budgétaire. La France se préparait à une consolidation budgétaire en début d'année. Cette consolidation budgétaire, quel que soit le scénario, majorité relative, absolue, ou voire une reconduction très peu probable de l'actuelle majorité, la consolidation budgétaire a disparu. Donc ça veut dire que de toute façon, on a une conflictualité intrinsèque de l'économie française, de la France, par rapport à ses partenaires européens. Et donc l'enjeu va être quel va être le niveau d'intensité de cette conflictualité. Si c'est l'actuelle majorité par miracle, si j'ose dire, qui était reconduite sous une forme de majorité, ça serait une conflictualité mineure. Mais si c'était le Rassemblement national, ça serait une conflictualité plus élevée. Et si c'était le Front populaire, ça serait encore plus élevé. Donc ça, c'est le point central. Pourquoi? Parce que la France, intrinsèquement, a un déficit primaire de l'ordre de 3,5%. Vous prenez à la louche les programmes, quand bien même les programmes ne seront pas appliqués ou peu appliqués. J'allais dire, je m'en contrefiche. Moi, je regarde les programmes, je regarde les intentions et ce qui est déclaré à l'opinion publique. De toute façon, ce sont des programmes qui induiront une envolée, une augmentation du déficit primaire. C'est-à-dire on passerait d'un déficit primaire de 3,5 à un déficit primaire de 4,5, 5%. Vous rajoutez dessus la charge financière, vous rajoutez 2 points de PIB. Donc ça veut dire que intrinsèquement, dans un scénario, peu importe, de majorité relative ou absolue, peu importe, vous avez un budget 2025, un déficit budgétaire qui va se caler aux alentours de 7%. D'accord. Donc ça va induire, du point de vue des marchés financiers, une prime immanquablement, et surtout un comportement très, très frictionnel avec nos partenaires européens. Et derrière ce comportement frictionnel avec nos partenaires européens, il y a une menace, alors aujourd'hui, probabilité probablement très faible, mais une menace qui existe de Frexit. Parce que cette conflictualité intrinsèque, alors tout dépendra du résultat au soir du 7 juillet, mais cette probabilité peut être pricée par les marchés. D'accord. Moi, quand j'entends, comme tu l'as dit, Christian, tu as dit, on n'abroge pas par décret une réforme sur les retraites. Qu'est-ce que tu en sais? Le Conseil constitutionnel... mais qu'est-ce que vous savez sur le Conseil constitutionnel? Sur la question si... Je pense qu'on peut rentrer dans un cadre juridique, y compris intrinsèquement français, qui peut être très particulier. Et donc ça, les marchés peuvent... C'est trop tôt pour le dire. Mais donc le mouvement qu'on a eu, pour en revenir à votre question sur le spread, c'est juste
cette évolution du spread, c'est juste le fait qu'au fond, le passager clandestin de la zone euro, qui était la France, a un niveau de spread qui est correct. Quel est le niveau de spread correct de la France? C'est pas celui qu'on a connu depuis 3, 4, 5 ans. Oui. Le niveau correct, c'est entre l'Espagne et l'Italie. D'accord. On avait un miracle qui était dû au fait que la France n'a jamais fait faillite depuis plus de 2 siècles. Ouais. C'est une économie qui a un certain nombre, un levier financier, budgétaire et une capacité de lever l'impôt maintenant qui se fragilise et qui est exceptionnelle. Et c'est ça. Et donc le marché, c'est pour l'instant calé dessus. Et là où je rejoins Christian, ce qu'il faut précisément suivre, c'est les émissions primaires du Trésor public français, donc ça, il faudra les suivre. Et surtout pour ceux qui nous écoutent, suivre un truc très simple, c'est la référence 10 ans. La référence 10 ans, aujourd'hui, se situe en termes nominal, se situe à 3, 3,12, 3,13, peu importe. Oui. La croissance nominale intrinsèque de l'économie française, c'est aux alentours de 3%. Donc pour l'instant, on n'a pas d'emballement du ratio dette sur PIB quand on est à cet équilibre. Oui. Dès que vous verrez, si vous voyez dans les prochaines semaines ou prochains mois le taux de référence 10 ans, mais les maturités retour, 7 ans jusqu'à 12 ans, 15 ans, commencer à translater au-delà de 3, c'est-à-dire 3,5, voire 4, à ce moment-là, on est dans une mécanique d'emballement et qui oblige à une consolidation budgétaire, quelle que soit la majorité qui sera au pouvoir. C'est ça qu'il faut suivre. Parce qu'à ce moment-là, ça voudra dire que le marché va commencer à pricer le risque, les conditions de financement de la France deviennent tendu, et donc il y a un emballement du ratio dette sur PIB, et à ce moment-là, on bascule dans autre chose. Pour l'instant, on n'y est pas, donc on est dans l'œil du cyclone, si j'ose dire, mais calme avant la tempête. C'est ce qu'il faut suivre de manière très précise. D'accord. Alors maintenant, on va revenir sûrement sur les actions, parce que le marché actions est lui aussi, bien évidemment, impacté par le risque politique. Le CAC 40 avait moins 6,23% la semaine dernière. C'est quand même effacé tous les gains de 2024. Il est sous les 7600 ce soir. Alors, il y a eu 2 petits jours de hausse en début de semaine et puis le soufflet est retombé. La Bourse de Paris n'est plus la première place européenne en capitalisation. Elle a été doublée par Londres. Alors, que penser du risque politique sur les actions, Christian ? Oui, alors je dirais qu'on a eu un arbitrage qui a été très rapide de la part des marchés. Ah oui, ça a été comme toujours, ça a été très violent. On voit des secteurs qu'on... on voit qu'on a vendu les bancaires, on a vendu les secteurs les plus sensibles au taux d'intérêt. Alors il y a la construction, alors peut-être pas toujours très justifié, mais enfin en tout cas on a eu une réaction assez violente. Mais j'aurais tendance à dire que ça c'est quasiment rien. Je suis désolé pour ceux qui ont perdu de l'argent, mais c'est rien potentiellement à ce qu'on pourrait avoir juste par rapport à ce qui a été dit avant. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord sur le fond. C'est juste une question de timing. Moi, dans l'idée, c'est pour ça que je parlais du budget 2025. Je pense que ça sera la clé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va être... C'est pas forcément... Là, la bourse, elle a corrigé. Elle a pricé le risque. Elle a dit, voilà, il y a un risque vraiment que ça se passe très mal en France, avec des conséquences. Et malgré tout ce qu'on nous dit, le chiffre d'affaires des entreprises françaises sont paralysés en France. Mais enfin, il y a quand même une grosse partie qui est en France. S'il y a un problème de fiscalité, et si on doit augmenter la fiscalité, ça sera sur les entreprises françaises. Si, et ça c'est un élément qu'on ne parle pas, mais alors je vous renvoie à une étude qu'a fait le FMI qui était très intéressante, qui a montré qu'il y avait une corrélation très forte entre la charge du service de la dette des États dans le PIB, donc combien l'État français va dépenser tous les ans pour financer les intérêts sur sa dette, et les investissements en infrastructure que réalisent les États. Et donc, on voit une corrélation très forte, c'est-à-dire que plus un État a une charge de la dette élevée, moins il investit dans les infrastructures. Et ça, c'est un élément important, parce que faut bien comprendre, je vous prends un exemple qui va vous parler tout de suite, si on n'avait pas construit les TGV, je pense qu'on aurait eu un petit problème de déplacement des populations et on aurait eu un impact économique. L'État a un rôle moteur dans les investissements d'infrastructures. D'ailleurs, c'est ce qu'on reproche, c'est qu'en France, on a plus dépensé pour les dépenses de fonctionnement que dans les dépenses d'investissement. Mais je vous laisse imaginer, si demain, vous avez un vrai choc, que vous avez le poids du service de la dette qui augmente énormément dans le budget français, la première chose qu'on va couper, et ça va être mécanique, c'est les investissements. C'est les investissements de l'État. On ne va pas licencier des fonctionnaires, on ne va pas commencer à réduire les dépenses, on va d'abord couper là-dessus. Et le gros problème, c'est qu'en coupant là-dessus, vous réduisez votre croissance potentielle, puisque naturellement, c'est de la croissance en moins, et c'est des éléments très négatifs pour la croissance à venir. Donc, vous augmentez votre risque de défaut sur la dette, et vous accentuez le problème. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, les marchés vont être très sensibles à ça.
ils vont être sensibles à la croissance potentielle de la France, aux mesures prises, et toutes les mesures qui seront prises, qui sont là juste pour faire plaisir aux ménages, pour dynamiser la demande, qui vont se traduire par un creusement du déficit courant, parce que globalement on va importer. Hein, si je vous augmente le SMIC, c'est pas des produits français qu'on va acheter, ça va être des produits étrangers, parce que de toute façon l'industrie française ne pourra pas répondre à cette demande supplémentaire, et donc on va avoir un creusement du déficit public avec un creusement du déficit courant, ce qui est le pire des scénarios quand même, faut le dire. Et derrière, la solution, ça sera de couper les dépenses d'investissement avec moins de croissance à venir pour la France. Et bien tout ça, c'est quand même des scénarios qui, à la fin, affectent la valorisation des entreprises françaises, même si elles réalisent une grosse partie de leur chiffre d'affaires à l'étranger. C'est quand même un élément qui va déprécier la valorisation des entreprises françaises. Donc le risque est global. Vous pouvez faire des arbitrages sectoriels. Il y aura forcément des secteurs qui souffriront plus que d'autres. Mais globalement, on n'est qu'au début de l'histoire. Il va falloir vraiment regarder ça. Et encore une fois, ce qui va vous dicter ça, c'est pas le petit mouvement qu'on a eu là, parce que pour moi, c'est rien du tout. Si on est dans un scénario noir, si vous êtes dans un scénario très noir, les impacts seront beaucoup plus violents. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est le marché obligataire. Encore une fois, les taux longs. Combien se refinance la France et quel est l'impact à long terme de ce coût de refinancement s'il augmentait de cette perte de confiance vis-à-vis de la France. Et là, vous pouvez avoir des réactions beaucoup plus violentes sur les marchés. Alors juste un petit point aussi, je ne crois pas non plus au côté... il n'y a que la France qui souffre, la France sous-performera, mais ça aura un impact mondial. Et je pense que si on était véritablement sur un retour d'une crise un petit peu tendue en Europe, sur les budgets, sur les problèmes de financement, je pense que les États-Unis n'en sortiront pas in fine indemnes. Pas tout de suite, ça sera peut-être un valeur refuge, mais quand on voit les comptes publics américains, quand on voit les élections américaines qui approchent, on est en train de se dire que s'il y a un problème en France, on va quand même avoir des investisseurs qui vont raisonner, qui vont dire « Ah oui, mais en novembre, on a peut-être une petite échéance et on a peut-être des gens qui se présentent en novembre aux États-Unis qui ne sont pas forcément des gens très friendly pour le marché obligataire américain, avec une Chine qui se désengage massivement de l'obligataire américain depuis plusieurs mois. On se dit qu'il y a quand même aussi un petit facteur de risque. Donc attention, on met le verre. On met le verre dans la pomme. Là, on est en train de nous dire qu'il y a un risque sur les finances publiques et faut quand même... Alors, je ne vous dis pas que je suis sur scénario extrême. Encore une fois, on peut espérer que ça se passe bien, que la France modère un peu sur son budget, mais ça veut dire qu'on va quand même traverser tout au long de cet été. Ça ne sera pas fini, quels que soient les résultats. On aura une vraie volatilité sur les taux longs. Et après, en effet, moi, je pense que si le budget que présente, quelle que soit la majorité, d'ailleurs, je ne fais pas du tout de politique, mais quelle que soit la majorité, si ce budget n'est pas jugé crédible par les marchés, comme on l'a vu en Angleterre, on va avoir un mois de septembre particulièrement chahuté. Et à mon avis, là, la correction, c'est qu'un avant-goût de ce que potentiellement on peut avoir en septembre si on a un problème de crédibilité sur le budget français. On reviendra sur les marchés américains plus tard. Vincent, vous, le risque politique, est-ce qu'il est bien pricé par le marché action là en ce moment en France ? Oui, je trouve qu'il est assez bien pricé. On a eu des deux côtés l'appréciation négative que peuvent avoir les marchés si la situation se dégrade, si les budgets sont très laxistes. Mais on voit bien qu'il y a quand même des cordes de rappel et que les gens qui se préparent à arriver aux manettes, que ce soit ceux qui sont déjà en place ou d'autres, ils ne sont quand même pas sots. Ils voient ce qui s'est passé en Grèce, ils voient ce qui s'est passé en Angleterre, ils voient ce qui s'est passé dans tous les pays où des mouvements nationalistes sont arrivés en place. On a eu des précédents. Et en plus, je crois que, pour parler crûment et pour parler de politique, il y a une échéance présidentielle dans 3 ans et que ceux qui veulent le pouvoir ne veulent certainement pas gâcher leur chance pour les présidentielles. Donc d'un point de vue politique, je n'arrive pas à être aussi craintif ou avoir aussi peur que ce Xavier. C'est un risque, il a tout à fait raison, et ça peut arriver. Mais je sais pas, j'ai quand même l'impression, ça fait quand même comme vous, 30-35 ans que je fais ce métier, le pire n'est jamais sûr, et on voit que quand on commence à avoir peur, il y a des cordes de rappel. La vraie question, c'est est-ce qu'on est allé assez bas ? Est-ce que les marchés obligataires ont donné déjà un signal d'alarme pour empêcher cette dégradation qui pourrait arriver ? Peut-être pas. Donc effectivement, il n'est pas exclu qu'à un moment donné, il y ait des dérapages, que les marchés prennent de peur. Mais in fine, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, comme on l'a vu dans d'autres pays confrontés à la même situation. On n'est pas les seuls, encore une fois. Et donc, je n'arrive pas à être aussi inquiet que ça. Je suis extrêmement prudent pour les prochaines semaines. Je ne crois pas qu'il y a pas de vrai potentiel de redémarrage tout de suite. Mais je ne suis pas si inquiet que ça. Xavier, votre avis, vous sur... Je vais essayer de faire une espèce de je vais continuer dans le propos de Christian et puis sur ce que vient de dire Vincent, mais dans le propos, ce que vient de dire Christian est vraiment essentiel. Il y a parmi les pays qui aujourd'hui subissent
la mise sous surveillance, si j'ose dire, de la Commission européenne pour déficit budgétaire excessif. Il y a deux pays qui ressortent, deux pays majeurs de la construction européenne, l'Italie et la France. L'Italie, prenons l'équilibre budgétaire italien. L'Italie a, sur les 15 dernières années, je ne parle pas de l'année 2023, mais sur les 15 dernières années, depuis au fond son introduction dans la zone euro, a un excédent primaire, vous entendez bien ? C'est-à-dire quand on prend son solde budgétaire, un excédent primaire de quasiment 2 points de PIB. D'accord ? Nous, on est à moins 3,5. D'accord ? Et une charge financière de 4 points de PIB. Donc, l'Italie, c'est exactement l'économie, depuis sa rentrée dans la zone euro, qui fait des efforts de la contrition budgétaire, donc qui dégage des excédents primaires de 2 points de PIB. Mais qui ne peut pas investir sur ses infrastructures. Vous avez vu, il y a quelques années, un pont s'effondrer. Oui, et toute l'infrastructure italienne est à l'avenant. Et donc, on se dirige vers ce processus-là. Pourquoi ? Parce que la France, pour en revenir au cas français, la France a un déficit intrinsèque, primaire, de 3,5%. Au fond, c'est ce qu'a découvert le gouvernement à la fin de l'année 2023. Il espérait des recettes, machin truc, et passer l'effet d'inflation, les recettes ne sont pas là. Donc, intrinsèquement, on est à moins 3,5, et on a une charge financière qui est aux alentours de 2. Donc, on a un seul... Je ne parle pas des programmes, je parle intrinsèquement de la gestion des experts qui sont au gouvernement depuis 7 ans, d'accord ? Intrinsèquement, on est à... on est à moins 5,5, intrinsèquement. Et on ne fera pas mieux. Alors, on parlait d'une consolidation budgétaire de 10 milliards, 15 milliards, mais elle était très difficile à trouver. Ouais. Donc, vous comprenez bien que, quelle que soit l'échéance du 7 juillet au soir, de toute façon, ça va se dégrader. Donc, ça veut dire que sur les marchés actions, la prime de risque, elle n'est pas calée. Alors, les marchés actions, ils ont une chance aujourd'hui. C'est que les sorties des phénomènes inflationnistes, on a un niveau de rentabilité des entreprises, c'est valable à travers le monde, mais c'est valable en France, en tout cas des valeurs du CAC 40, qui est exceptionnel. C'est-à-dire on est globalement 30% au-dessus des rentabilités de ces 20 dernières années. Donc on pourrait dire le marché, on va revenir au vieux PE, au price earning ratio, c'est-à-dire le cours au bénéfice, ça va. Oui, il est correct, tout à fait correct. Oui, il n'est pas si correct. Oui, il est correct. Par rapport aux US, il est correct par rapport au niveau de marge. Oui. Le problème, c'est est-ce que les marges sont sustainable ou soutenables sur le moyen terme ? Il y a une vraie interrogation là-dessus. C'est-à-dire, est-ce qu'on va rester sur un niveau de marge de rentabilité de 14% ? C'est très peu probable. Et donc là, vous cumulez deux risques, c'est-à-dire un point haut historique dû au phénomène inflationniste, on est en train d'en sortir, plus le risque politique qui vient se rajouter. Et donc c'est ça qui peut peser sur le marché action. Alors après, effectivement, les valeurs du CAC 40, elles sont des valeurs globalement mondialisées. Donc elles ont, pour celles qui ont, disons, un mix site de production, chiffre d'affaires à l'international, il y a des mécanismes de compensation. Celles qui ont une base de production en France, mais un chiffre d'affaires à l'international, là, ça peut se compliquer en termes de structure de coûts. Et puis après, quand on descend dans la cote, c'est-à-dire on va sur les petites, moyennes valeurs, là, vous allez plus sur des valeurs qui ont une exposition à l'économie européenne ou à l'économie française, donc qui sont plus à risque. Et en général, ce sont des valeurs qui ont plus de leviers financiers, donc qui sont... Parce qu'au fond, il faut retenir que depuis 20-25 ans, l'économie française a bénéficié d'une bulle de financement. Parce que la dette souveraine française était... C'est le bénéfice de la zone euro, c'est grâce à cette construction. On a bénéficié... Donc attention, vous avez d'autres risques. Vous avez des risques de financement pour les gens qui sont... Les personnalités morales qui sont endettées, donc les entreprises. Mais vous avez un deuxième risque qui est l'immobilier. Oui. Quand nos concitoyens pourront découvrir sur le deuxième semestre, mais plus sur les années suivantes, que les conditions de financement immobilières qu'ils ont connues sur les 20 dernières années peuvent profondément changer. Oui, bien sûr. Vous imaginez bien qu'il va se passer quelque chose sur l'immobilier. Oui. Non, et que ça va changer le mixte de consommation en France. Oui. Donc ces éléments-là, il faut toujours les avoir en tête. Donc la sanction qui a eu lieu la semaine dernière, et c'est vrai qu'elle a plus porté sur les valeurs qui avaient un levier sur l'économie française. Donc évidemment, le secteur bancaire, il est super exposé par nature, parce qu'intrinsèquement, il porte de la dette française. Il est exposé par la nature de son produit net bancaire. Et puis, toutes les valeurs qui ont un levier économique ou qui dépendent de la commande publique, alors elles sont évidemment très exposées. Mais on est au tout début du processus. C'est trop dur, c'est très difficile aujourd'hui. Mais comme l'a dit Christian, on a juste commencé l'histoire. Parce que
si on regarde les programmes, au fond, que nous disent les programmes des deux piliers aujourd'hui des sondages, c'est des programmes économiques qui sont des reverse. C'est-à-dire, du Front populaire, c'est un reverse à 180 degrés, donc on abroge tout, on fait tout le contraire de ce qui a été fait précédemment. Du côté du Rassemblement national, c'est un mixte avec quand même pas mal d'incertitudes en termes de financement. Oui, c'est pas nécessairement... Ça reste libéral, mais avec des dispositifs plutôt coercitifs à l'intention des populations qui ont immigré. Et donc là-dessus, il y a des facteurs d'incertitude. Donc vous voyez bien que la prime de risque est pour l'instant pas calée. Non. Et dernier point qu'a mentionné Christian, c'est la diffusion sur les spreads. L'évolution du spread français a touché tous les périphériques. Pas l'Angleterre, la Belgique, mais l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Et donc ça met la BCE en situation, quelles que étaient les déclarations qui ont été tenues en début de semaine, je peux vous assurer qu'à la BCE, à mon avis, il y a une cellule de crise qui a été montée parce qu'ils sont en mode warning, parce qu'ils savent bien que c'est le début de quelque chose et qu'il ne peut ne pas s'arrêter le 7 juillet au soir. Justement, est-ce qu'on peut considérer que les marchés vont pouvoir avoir un espèce de rôle de garde-fou? Alors, il y a la BCE, il y a l'outil anti-fragmentation. Alors, pour l'instant, on a dit non, mais on verra. Il y a cette procédure à l'encontre de la France et d'autres pays qui a été lancée. Les agences de notation, on en a beaucoup parlé. On s'est dit, finalement, ça va, on ne nous a pas tant dégradé tant que ça. Est-ce que, à l'avenir, ça pourrait quand même pas être beaucoup plus important? Et à un moment, l'OAT disant, s'il explose, il va y avoir quand même des conséquences majeures sur l'économie française en entier, y compris le particulier. Les marchés, vont finalement quand même finir par... imposer le principe de réalité. Alors, il y a Liz Truss qui fait un très bon précédent. Est-ce qu'on pourrait se trouver face à un scénario semblable en France? Parce que je ne veux pas monopoliser. Je veux dire, a priori, dans un premier temps, non. Pourquoi? Parce que dans le scénario Liz Truss, vous aviez un couple, si j'ose dire. Vous aviez le couple Liz Truss, Bank of England. Oui. Là, vous n'auriez pas, quel que soit... supposons que vous ayez, on va prendre Jordan Bardella, mais je n'ai rien contre lui, évidemment, nommé Premier ministre, prend des dispositions, des conditions de refinancement se compliquent. La BCE va rester off. Pourquoi la BCE va rester off? Parce que de toute façon, pour qu'elle puisse intervenir, elle aura besoin d'un accord, d'un compromis politique entre la France et l'Allemagne. Oui. Donc, tant qu'il n'y aura pas de compromis politique entre la France et l'Allemagne, la BCE et la Banque de France, puisqu'au fond, la BCE intervient au travers de la Banque de France, ne pourra rien faire. Vous voyez, c'est pas du tout... On n'est pas, si j'ose dire là pour le coup, on n'est pas souverain. Oui. On partage la souveraineté monétaire au niveau de l'eurosystème, et donc il faut un accord politique. Il faut qu'à un moment, entre la France et l'Allemagne, et on se dit, bon, écoutez, on vous laisse des marges de manœuvre, on a bien compris que c'était passé quelque chose le 7 juillet au soir, il y a un résultat, on en prend acte, vous êtes en procédure de déficit excessif, on en prend acte, vous allez faire un certain nombre de dispositions, on en prend acte, mais... il va falloir border. Tant que la France n'aura pas donné de contrepartie, moi je vois... Et donc, quelle est la solution pour le Trésor public? La solution pour le Trésor public, pour l'agence France Trésor, c'est de plus aller chercher des refinancements moyen à long terme, c'est d'aller rechercher des financements plutôt court terme. Moi, je suis intimement persuadé, j'en sais rien, je ne suis pas insider, mais je suis intimement persuadé qu'à l'agence France Trésor, ils ont travaillé depuis très longtemps sur un plan B, et le plan B, ils ont un échéancier qui est prévu pour toute l'année. Au fond, tous les investisseurs internationaux connaissent. Là, je crois que c'est demain, je crois, vous avez une émission moyen terme qui va du 5 ans au 7-8 ans, et le 4 juillet, vous aurez une émission qui ira du 10 ans au 15 ans. Donc ça, et donc il faudra bien la suivre. Suivez-la demain, parce que suivez les communiqués, vous aurez ce qu'on appelle le bid to cover, c'est-à-dire la demande par rapport à l'offre. Ça sera un très bon indicateur. Mais si on avait, au fond, une demande qui s'effaçait, qui disparaissait, on aurait toujours une demande court terme, puisque la France ne ferait pas défaut. Si on prend les CDS, les crédits default swap, ils indiquent aujourd'hui une probabilité de défaut pour la France à 5 ans qui est de 0,38%. D'accord, oui. Donc, ça reste, on ne va pas faire faillite. Simplement, la trésorerie dont on dispose pour honorer tous les besoins de l'État est une trésorerie assez courte. On a peut-être, je ne sais pas, je parle sous le contrôle de Christian, mais on a peut-être 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Autour de 2-3 mois, suivant pas plus. Les donc, de l'année. Donc, s'il y avait un problème de financement, la France resterait comme malgré tout à l'instant T une belle signature. Donc, elle irait chercher des financements court terme. Elle ne serait pas sec. D'accord? Simplement, elle aurait un problème de duration de sa dette. Oui, donc, il faut, pour que la BCE intervienne dans les fameux dispositifs MES, qu'il y ait un compromis politique
entre la France et ses partenaires européens, mais allons droit au but, entre la France et l'Allemagne. Bien sûr. Vincent, les marchés comme garde-fou, vous y croyez, vous ? Comme chaque fois, bien sûr. Ouais. Après, il y a une question de délai de mise en œuvre, comme l'a dit Xavier. Mais je pense que ça va très très vite dans ces cas-là. Donc je pense que les forces de rappel joueront très rapidement, si tant est qu'elles soient nécessaires. Moi, je pense plutôt qu'on n'arrivera pas à cette situation. D'accord. Oui, alors après, je suis entièrement d'accord. Il n'y aura pas de défaut de la France. Oui, ça, c'est clair. Ça, c'est la chose qu'on peut être quand même, faut relativiser. Mais on peut vivre une période quand même assez inconfortable sur les marchés, parce que je peux vous dire que le CAC 40, il va pas baisser que de 6% si je vous dis que l'État français a du mal à se financer, qu'il y a négociations entre Paris et Berlin pour essayer de résoudre la solution, et que la BCE n'est pas pressée d'intervenir, parce que la BCE, elle a aujourd'hui maintenant priorité lutte contre l'inflation. Alors vous allez me dire, ça peut calmer l'inflation, si les taux longs remontent, c'est clair, mais sa priorité, c'est quand même la lutte contre l'inflation, et qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes qui existent d'intervention de la BCE dans ces cas-là, que la BCE rejouait son rôle de prêteur en dernier ressort, mais sous conditionnalité. C'est-à-dire que l'OMT, par exemple, qui est un instrument d'action de la BCE, qui peut calmer le jeu du jour au lendemain. C'est comme la phrase de M. Draghi à l'époque. On peut faire une phrase, en une phrase, on peut tout calmer. Ouais. Mais maintenant, la BCE, pour sortir cette phrase, elle ne la fera pas gratuitement. C'est-à-dire qu'elle la fera si le budget 2025 de la France est correct. Ouais. Autrement dit, si la France réduit son déficit public, et donc, globalement, on aura une mise sous tutelle des politiques. Ça revient à ça, ça revient à ça. Donc après, quelle que soit la couleur des politiques, on s'en moquera. Oui. Mais après, là, moi, je suis pas. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas dans le scénario du pire. Mais je disais tout à l'heure le scénario du pire pour bien montrer que, quoi qu'il arrive, on est obligé à un moment donné de sortir de ça, mais on va avoir quand même le marché qui va raisonner sur le scénario du pire pour résister. Et je peux vous dire que même si ça dure 2 mois, même si ça dure 3 mois sur les marchés, ça va être quand même un petit peu saignant, et ça peut être quand même un peu compliqué, surtout pour mes clients gérants. Je pense qu'ils vont pas apprécier les 3 prochains mois. Donc c'est ça le vrai problème aujourd'hui, qu'il faut se poser la question. Je vous dis pas, j'espère qu'on va pas aller jusque là, et je suis pas à vouloir jouer forcément l'oiseau de mauvais augure. Je dis juste que aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, déjà d'une part, il faut bien comprendre que tout ne sera pas réglé à l'issue des résultats des élections législatives, qu'il y aura encore du remous pendant tout cet été, et je pense qu'il y aura au moins jusqu'en septembre pas mal de remous, que c'est un élément qui capte énormément la possibilité de hausse des marchés actions. Pas totalement, mais c'est un vrai frein. C'est un vrai frein qu'il faut prendre en temps, et qu'il faut tenir compte aujourd'hui, qu'il y a un placement qui est quand même assez intéressant, qui est le monétaire, qui est quand même un placement sans risque, que les banques centrales ne sont pas pressées de baisser les taux, et que finalement, quand on n'a pas aussi peu de visibilité aujourd'hui, ça peut qu'inciter les investisseurs à remonter le placement monétaire. On n'a pas de visibilité sur ce que va faire les banques centrales à court terme, on n'a pas de visibilité sur l'économie, et maintenant on a un risque politique. Je trouve qu'aujourd'hui, s'il y a un flux vers lequel il faut aller, c'est vers le monétaire. Il faut réduire le risque, la partie pour le risque. Et même en tant que gérant obligataire, aujourd'hui, un gérant obligataire, comment il raisonne ? Parce qu'il pourrait se dire, est-ce que j'achète du 10 ans français ? Mais moi, j'aurais tendance à dire, il faut plutôt raccourcir la maturité. Quel risque je vais prendre aujourd'hui ? Un risque politique français ? Si tout va bien, d'accord, vous allez me dire, je perds un peu, mais bon, vu la forme de la courbe des taux, je perds pas grand-chose. La BCE va pas baisser très rapidement, au pire, elle va pas le faire en juillet, elle va le faire en septembre, donc ils nous l'ont clairement annoncé. Donc sur les 3 prochains mois, franchement, je vois pas l'intérêt pour un gérant obligataire d'aller prendre du risque sur du long. Donc aujourd'hui, aller sur le monétaire. Et attention de se dire que finalement, tout ne sera pas résolu à l'issue des résultats des élections législatives. Il y aura forcément encore des forces de rappel. Et c'est pour ça que je pense qu'on a changé de monde. On a quand même un petit peu changé de monde. On a introduit un vrai risque qu'il faut pricer aujourd'hui par les marchés, et qui est loin d'être pricé en une semaine sur une seule baisse du CAC 40. Du CAC 40. Alors, on va aller rapidement côté US, là. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'il y a des opportunités sur ce marché-là ? Faire un flight to quality et se dire qu'en fait... Côté US, ça performe, on est sur des plus hauts. Nvidia vient de passer première capitalisation boursière mondiale. La tech se maintient sur ses records historiques, là. Est-ce que c'est une bonne idée, ou est-ce qu'au contraire, les niveaux de valorisation ne sont pas du tout justifiés ? Le risque politique existe aussi parce qu'il y a les élections à venir ?
Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que sur les États-Unis, de plus en plus, mes confrères américains commencent à parler d'un risque politique pour le quatrième trimestre. De plus en plus, c'est quelque chose qui revient. Il y avait déjà eu pas mal de papiers qui étaient sortis disant aux obligataires américains d'aller sur le court. Bien avant la France, je parle. Vraiment avant, qui parlait d'aller sur le cours progressivement sur la fin d'année, d'ici à fin d'année, pour pas prendre le risque politique, parce qu'ils anticipaient une pontification de la courbe des taux américaine, c'est-à-dire les taux longs allaient pas mal monter, sur un risque élection américaine. Alors, ils peuvent se tromper, on en a tous fait des prévisions, on s'est toujours trompé, mais ça montre en tout cas que ça a mis en éveil les gérants obligataires américains qui avaient quand même un risque politique. Si en plus ce qui se passe en Europe leur donne un peu la puce à l'oreille, je pense que ça peut que générer un peu de volatilité. Donc, il y a quand même un vrai risque aux États-Unis. Alors, le seul truc, c'est une question de timing. Moi, je pense qu'à très court terme, durant tout cet été, on va avoir quand même une surperformance de la bourse américaine par rapport à la bourse européenne, parce que ça ne sera pas au cœur des interrogations, que les gens raisonnent relativement à court terme sur les marchés américains notamment, et que les investisseurs internationaux, ils vont jouer la hausse du dollar, parce que ce qui se passe là, ça va plutôt faire baisser l'euro. Et donc, ils vont plutôt jouer la hausse du dollar et ils vont plutôt jouer les valeurs qui leur paraissent indestructible à court terme et pas sensible au risque politique, donc du Nvidia par exemple. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a quelques éléments un peu négatifs autour de l'intelligence artificielle. On commence à avoir quelques doutes. Est-ce que ça sera vraiment rentable, tous ces investissements monstrueux que font Microsoft, que fait Apple? Vous avez vu, Apple nous ont présenté leur intelligence artificielle. Alors là j'étais assez étonné, c'est quand on regardait les commentaires des analystes actions autour de l'action Apple, il y avait ceux qui disaient ça va relancer les ventes d'Apple, c'est 2012, c'est comme quand on introduit la 5G, ça va booster les ventes d'Apple. Et puis il y avait d'autres qui disent oui, mais c'est pas sûr que les gens vont se courir dans les magasins pour changer leur téléphone pour avoir cette intelligence artificielle. Donc il y a on commence à avoir quelques éléments où on commence à douter, parce que Apple investit énormément en intelligence artificielle, mais est-ce que ça va véritablement entraîner un cycle Et je peux vous dire avec certitude que l'action Apple, si nous annonce que le prochain iPhone n'a pas bondi dans les ventes parce que les gens n'ont pas finalement été, il va y avoir une correction assez vite. Donc vous voyez, il y a quand même cette petite incertitude. Donc du coup, on a des investisseurs qui se concentrent sur le seul élément qui est pour l'instant indestructible, c'est les gens qui vous donnent des capacités de calcul supplémentaires, parce qu'on sait que Apple ne va pas arrêter d'investir dans l'intelligence artificielle, au moins jusqu'à très court terme. Et donc aujourd'hui, du Nvidia, c'est un boulevard énorme. Du Samsung Electronics qui fournit Nvidia, c'est un boulevard. Donc on joue de plus en plus sur des valeurs, je dirais, hyper concentrées, très limitées, et donc on concentre le risque sur ces valeurs technologiques. C'est gênant. Mais je dirais que plus vous avez d'incertitudes politiques, plus vous allez avoir Nvidia qui va monter, au moins à court terme. La seule chose qui cassera Nvidia, à mon avis, et qui pourrait induire une vraie correction, ce serait un jour que Microsoft dise, voyez, les PC avec copilote, je pensais qu'il allait avoir un renouvellement de PC, puis finalement ça ne se fait pas. Et là, à ce moment-là, on va se dire, Microsoft va pas continuer à investir massivement dans les serveurs, ils vont ralentir leurs investissements, et donc là, il n'y a pas un effet véritablement. Alors, à l'inverse, je pourrais vous dire aussi, ça marche. Donc, toute la question est là. Mais, en tout cas, pour l'instant, je préfère acheter du Nvidia que du Microsoft, parce qu'on peut se dire que Microsoft, à un moment donné, peut faire une mauvaise annonce qui soit lourdement sanctionnée dans ses résultats. Alors que Nvidia, il profite des annonces, de l'ensemble des annonces qui ont déjà été faites, et puis les ouvertures de data center, vous les ouvrez pas, vous les fermez pas du jour au lendemain. Bien sûr, là, aujourd'hui, il y a de la croissance qui est là. D'accord. Vincent, sur les marchés US, c'est une opportunité ou c'est trop cher là? Non, je ne crois pas que ce soit une opportunité, mais ça ne veut pas dire que je n'en ai pas. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on est plutôt prudent sur les marchés. On est plutôt légèrement sous-pondéré dans des gestions diversifiées. Et moi, j'attendais une baisse entre maintenant et l'automne, d'à peu près 10% minimum. Donc c'est vrai qu'on l'a fait en France, dans certains pays européens, pas aux États-Unis. Est-ce qu'il faut se précipiter sur les États-Unis? Non. Quelqu'un qui veut investir aujourd'hui, je crois qu'il est urgent d'attendre. J'ai beau être moins inquiet que mes collègues, je pense qu'il y a quand même un grand attentisme qui est devant nous. Mais ce n'est pas pour ça que j'allais. Je n'ai pas eu des clients affolés au téléphone qui m'ont dit je vais vous vendre parce qu'il y a un risque majeur. Donc, non, je crois qu'il faut rester assez constructif, se garder bien entendu des liquidités importantes. Je suis assez d'accord qu'aujourd'hui, et même d'ailleurs depuis le début de l'année, entre des emprunts d'État et du monétaire, la question valait vraiment d'être posée. On a des beaux rendements sur le monétaire ou sur des produits un petit peu monétaires plus, si je puis dire. Donc,
encore une fois, il n'y a pas urgence. Les seuls cas où en ce moment j'achète, et là je me pose la question entre États-Unis ou Europe, ou en Europe, c'est pour des clients qui ont du new cash, donc qui viennent de vendre des appartements, un immeuble. Ils disent, voilà. D'accord. Donc bien sûr, on peut leur dire, vous restez en monétaire, et vous attendez. N'empêche qu'on commence à avoir aussi parfois des opportunités. Donc, on construit un portefeuille pour du moyen terme. Personne n'est capable d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Donc, il faut être constructif. Ouais. Voilà. Donc, j'ai une approche différenciée. Pour les clients qui ont déjà des portefeuilles, grosso modo, on est assez content d'avoir une position prudente et on n'en bouge pas pour l'instant. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que pour certains autres clients, il n'y a pas un peu de matière à commencer à construire des portefeuilles. D'accord. Vous aviez très très rapidement votre opinion sur le marché US actuel. Cash is king au fond. Cash is king, ouais. Parce que, enfin, moi, je suis pas très inquiet sur l'économie américaine qui fait. Je suis même pas sûr qu'elle atterrisse véritablement. L'incertitude politique, on verra après. On verra pour 2025-2026. Mais entre-temps, il sera passé des choses en Europe. Par contre, ce qu'on est confusément en train de dire, c'est que si on fait une espèce de courbe des taux en partant du monétaire à l'obligataire, puis aux actifs actions, le risque est en train d'apparaître sur les différentes classes d'actifs sous des formes diverses et variées. Oui. On voit sur l'obligataire, il apparaît parce qu'il y a des facteurs d'incertitude aux États-Unis sur le financement, l'incertitude politique en Europe. Sur la techno américaine, sur Nvidia, il y a peut-être quand même quelque chose qu'on a été probablement beaucoup trop loin. Au fond, la valorisation d'Nvidia, je suis terminé par Nvidia, parce que Nvidia, c'est une espèce d'icône. Oui, complètement. Là, ouais. Mais au fond, Nvidia est en train de valoriser the winner take all. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et donc, le marché a suracheté, au fond, cette fameuse chanson de Daba, et probablement est beaucoup trop loin. Et ce qui va se passer probablement sur l'intelligence artificielle, c'est qu'on est en train de découvrir, ce que disait Christian, c'est que c'est beaucoup plus laborieux qu'on ne le prévoyait. Ouais. Et que les surinvestissements qu'on est en train de faire sont probablement, alors là il faudrait discuter avec des spécialistes aux États-Unis, mais sont probablement dans une phase de décélération. Et donc ça va impacter Nvidia probablement sur 2025-2026. Et l'autre chose qui peut impacter Nvidia, c'est l'apparition de concurrents. Oui. Parce que pour l'instant, ils ont une situation de monopole, mais ça peut être redistribué. Ça ne veut pas dire qu'ils ne conserveront pas. Ils ont une base installée, ils ont une intégration dans la chaîne de valeur, mais la valorisation est trop haute. Donc là, il y a un risque. Au fond, commencer à prendre du profit sur le marché américain, je ne dis pas tout vendre, Vincent, mais et conserver des positions cash, ce n'est pas idiot, parce que la volatilité va progressivement revenir, et donc c'est... Okay. Et pour compléter sur Nvidia, quand on voit le prix de leur puce, il est évident que si la concurrence commence à arriver dans les prochaines années, ils n'auront pas tout à fait les mêmes marges. Voilà. Ce ne sera pas les mêmes marges. Ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché aujourd'hui. Merci à Christian Parizeau, économiste et président de Altair Économiste. Merci à Vincent Guenzi, directeur de la stratégie Cholet-Dupont-Oudard. Et merci à Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci beaucoup. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et aujourd'hui, dans Marché à thème, nous vous proposons de revenir sur le bilan des Assemblées Générales 2024 avec Michael Herskovitch, directeur de l'engagement et politique des votes de BNP Paribas AM. Il était l'invité de Grégoire Favé dans Smart Bourse le 10 juin dernier. Il y a un sujet d'échelle, parce que pour bien comprendre qu'en effet, 1500 assemblées générales à traiter sur 3 mois, 25 000 résolutions, donc 25 000 résolutions des opérations financières, des élections d'administrateurs, de la rémunération des dirigeants, ça fait à peu près 300 résolutions à voter tous les jours sur cette période-là. Donc c'est vraiment une période très intense qui heureusement se termine là plutôt, qui amène une équipe. Alors il y a une dizaine de personnes bien sûr dans l'équipe qui est en charge de ces sujets-là et qui est vraiment dédiée à 100% sur cette mission vu l'intensité. Il y a aussi l'appel à de l'aide extérieure avec ce qu'on appelle les agences de conseil en vote. C'est un peu, on a les agences financières sur l'analyse financière, on a les agences de conseil en vote sur les assemblées générales qui vont aider à analyser les résolutions, aussi à tout analyser en une seule langue, parce qu'on a beaucoup de langues en jeu. Et derrière, par contre, nous, ce qu'on a pris comme position, c'est de se dire on va
tout regarder en interne, on ne va pas faire de délégation. D'accord. C'est quand même des décisions importantes, donc ça amène cette dizaine de personnes qui vont analyser ces résolutions grâce à l'aide des agences de conseil en vote, mais pas de délégation à ces agences. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a besoin d'accéder à de l'information et de l'aide extérieure, mais derrière, tout est internalisé et la politique de vote est bien décidée chez vous en interne. Exactement. Donc, la politique de vote décidée une fois par an et ensuite l'analyse des résolutions et donc des 300 et quelques résolutions par jour à étudier sur la période. Bon, quel bilan? Alors j'aime bien parce qu'il y a toujours ce bilan un peu quantitatif justement avec des métriques que vous avez qui sont des indicateurs clés pour vous, notamment le niveau d'opposition. C'est toujours quelque chose que vous mettez en avant, Michael. Quels sont les résultats là, de cette saison? Tout à fait. Donc on est sur un niveau d'opposition donc à date d'aujourd'hui à 35%, donc un peu plus d'une résolution sur 3. C'est à peu près équivalent à ce qu'on avait à notre niveau d'opposition de l'année dernière. Donc c'est quand même un marqueur assez important qui est aussi quelque chose qu'on peut voir globalement sur le marché se dessiner sur les acteurs plutôt français. C'est-à-dire que c'est une particularité plutôt française, ces niveaux d'opposition. Quand on regarde la dernière étude de l'AFG qui est sortie il y a quelques mois, donc sur base de 2023, on était à 20% d'opposition pour les sociétés de gestion françaises en moyenne. Quand on regarde plutôt les acteurs européens hors France ou américains, on est en dessous de 10%. Donc c'est une forme de particularité du marché français avec des acteurs qui utilisent l'outil du vote et qui n'hésitent pas à s'opposer. Qu'est-ce qui explique? Vous êtes aussi membre de l'AFG, vous présidez la commission environnement, c'est ça, de l'AFG? Je préside la commission gouvernement d'entreprise de l'AFG. D'accord. Donc comment vous expliquez cette caractéristique française? Ça m'intéresse. Je pense que c'est vu, en tout cas moi on l'utilise comme ça et c'est un peu notre approche chez BNP Paribas, c'est de se dire c'est par le vote, par l'opposition aussi qu'on peut obtenir des changements. On voit bien que les entreprises, même si la plupart des résolutions à la fin elles sont approuvées, il y a des contestations, les entreprises n'aiment pas trop qu'il y ait de la contestation, qu'il y ait des taux faibles. Le fait de s'opposer, ça permet aussi de se mettre autour de la table, d'échanger, de dialoguer, d'essayer d'expliquer ce qui gêne et d'obtenir des modifications. Ça arrivait beaucoup de fois qu'il y ait des entreprises qui nous appellent, disent vous êtes opposés, pourquoi? On veut comprendre, on veut parler. Et je pense que c'est un outil qui est beaucoup utilisé par les investisseurs français, aussi à bon escient, pour essayer d'obtenir des changements et donc de parler aussi et d'avoir accès à ces... On est au cœur de cette notion d'engagement quand on crée ce dialogue-là, et y compris quand une entreprise vient interroger un asset manager, vous ou d'autres, sur les raisons de son opposition. Ça aussi, ça crée, j'imagine, un dialogue qui peut aboutir à des choses constructives derrière. Ça crée un dialogue, et c'est vrai qu'on voit bien, par exemple, on sait très bien que les sujets qui sont les plus contestés, c'est souvent les sujets de rémunération. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers la rémunération, on parle de la stratégie de l'entreprise, des objectifs. C'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée, exactement. Donc très souvent, vous êtes opposé sur cette résolution-là. Sur les rémunérations, on est à 55% d'opposition, donc c'est très important. Mais ça nous permet aussi de dialoguer, ça nous permet d'ouvrir une discussion, d'essayer d'évoluer et de parler bien sûr des rémunérations, à faire, mais pas uniquement, parler de la gouvernance, de la composition du conseil, de la stratégie. Mais c'est-à-dire qu'une entreprise qui voit arriver à son capital des actionnaires ou des sociétés d'investissement d'asset management françaises, elle peut se dire « Ouh là là, je vais avoir les contestataires, c'est la marque de fabrique », mais en même temps, elle peut se dire aussi « Tiens, intéressant, parce qu'on va pouvoir discuter peut-être un peu sérieusement des sujets de contestation et voir si moi aussi je peux pas peut-être parfaire un petit peu le fonctionnement de mon entreprise, quoi. Tout à fait, ouais. Et ce qui est intéressant, on a une position qui est assez intéressante, et quand elle est bien utilisée par les entreprises qui dans le dialogue, c'est qu'on a une vision globale. On vote dans le monde entier, on vote sur énormément de secteurs, on peut voir aussi ce qui se fait chez les concurrents. D'autres pratiques. Donc le dialogue aussi peut être extrêmement vertueux. On voit que les entreprises souvent cherchent à comprendre déjà ce qu'on demande, mais aussi ce qu'on peut voir chez les autres, chez leurs concurrents. Qu'est-ce qu'on prône, et donc on peut avoir cette démarche vertueuse quand les entreprises sont prêtes en effet à faire des changements et à ce dialogue. Quelles ont été là sur la saison 2024, en tout cas la grande partie de cette saison 2024, quels ont été les sujets de contestation un peu clés pour vous? Est-ce qu'on est toujours autour du climat, des rémunérations? Est-ce que ça reste les chevaux de bataille les plus importants pour vous?
vous, Mickaël? Ça reste les principales thématiques. Donc on a la rémunération, le taux de contestation le plus important. Il y a les sujets de la gouvernance qu'il faut pas oublier que l'Assemblée générale, c'est d'abord l'organe de gouvernance. Oui. On est des actionnaires, des investisseurs. On va élire des administrateurs au conseil d'administration qui vont être là pour établir la stratégie, pour nommer des dirigeants, pour révoquer le dirigeant si ça se passe mal. Donc c'est vraiment l'organe clé. Donc l'Assemblée générale va voter sur des administrateurs. Donc la gouvernance, ça a toujours été au cœur de l'Assemblée générale, du dialogue et du vote. C'est les principales résolutions en volume d'ailleurs, les administrateurs. La rémunération aussi, avec des résolutions spécifiques. Ce qui est intéressant sur tout ce qui est climat, tout ce qui est environnement, tout ce qui est social, en fait, c'est des sujets extrêmement importants. En volume, ils représentent très peu. Ils représentent moins d'1% des 25 000 résolutions. Ça reste à la marge. Ça fait beaucoup de bruit. Par contre, ça peut faire beaucoup de bruit dans certains cas. Ça peut faire beaucoup de bruit. Non, mais oui, je dis sérieusement, bien sûr. Et ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on n'a pas de résolution spécifique que c'est pas des éléments qu'on ne doit pas prendre en compte. Et c'est ce qu'on fait. Et comme je disais, notamment élire des administrateurs, réélire du conseil d'administration qui établissent la stratégie. En cas de désaccord avec la stratégie, en cas de problème sur des questions environnementales, sociales, pour nous, c'est aussi à travers ces votes-là. Là, j'ai regardé depuis. C'est aussi un levier qui permet aussi d'influencer, pourquoi pas, la stratégie climatique de l'entreprise. Exactement, exactement. On s'est opposé à près de 1600 résolutions depuis le début de l'année pour des considérations environnementales, biodiversité, climat, notamment pour les réélections d'administrateurs. Donc là encore, comme le dialogue, c'est un outil qui est utilisé et essayer d'obtenir des évolutions aussi sur ces considérations, même si on n'a pas forcément de résolution spécifique dédiée, effectivement. Là aussi, c'est un point de discussion qu'on a régulièrement avec vous, Mickaël. L'idée que dans ce dialogue, qui est aussi un rapport de force, des asset managers, y compris comme BNP PAM, peuvent s'allier ou se coaliser avec d'autres grands asset managers. C'est une pratique de plus en plus courante, ces coalitions, comme on les appelle. Concrètement, ça vous sert à quoi là, à l'issue d'une saison comme celle des AG 2024? Est-ce qu'il y a des votes, j'allais dire, collectifs de ce point de vue-là? Et à quoi servent ces coalitions que vous pouvez former avec d'autres confrères et concurrents? Alors, le vote, il reste individuel parce que chaque société de gestion a sa propre approche, a sa propre décision. Parce que sinon, après, on serait en action de concert si on voterait collectivement. Bien sûr. Néanmoins, en effet, l'engagement collectif est extrêmement intéressant, notamment sur des questions de risques systémiques, des questions climatiques, des questions de biodiversité. Il y a une organisation qu'on a pu parler par le passé qui s'appelle Climate Action 100+. 700 investisseurs qui se sont regroupés, qui engagent ensemble 170 entreprises dans le monde, 68 trillions de dollars. Donc c'est une masse extrêmement importante. Ce qui est intéressant, c'est de montrer déjà l'évolution sur ces sujets. Il y a 6 ans, 7 ans, quand cette initiative a commencé, elle a d'abord traité des sujets de gouvernance. Il faut prendre en compte les questions climatiques dans la gouvernance des entreprises. Aujourd'hui, 93% de ces entreprises, elles ont pris en compte dans leur gouvernance le risque climatique à travers le conseil d'administration, le contrôle interne, etc. Ensuite, il y avait l'idée de prendre une ambition climatique, des ambitions notamment d'être net zéro. Aujourd'hui, c'est 3 entreprises sur 4 de Climate Action 100+ qui ont pris ces engagements. Donc on voit que ça évolue positivement. Là, ça infuse. On parle maintenant vraiment aussi d'engagement plus concret, court terme, moyen terme, d'objectifs de réduction des émissions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand même le lien en effet avec le vote, parce que aujourd'hui, nous dans notre politique de vote depuis quelques années, on demande à ce que les entreprises en effet prennent des engagements d'être net zéro. Les entreprises, et donc on s'inspire et on prend comme source d'information Climate Action et on sanctionne avec le vote lorsque ces entreprises n'ont pas pris ces ambitions. Donc ces engagements collaboratifs, ils informent quand même le vote, même s'il reste individuel, et ont une source d'information qui est publique parce qu'elle marche souvent avec un benchmark, des indicateurs qui sont publics, qui sont réévalués tous les ans et qui peuvent être une source d'information et d'éléments intéressants aussi pour le vote en Assemblée générale. Et là aussi, gouvernance et climat restent les principaux sujets de ces engagements collectifs ou de ces coalitions
d'investissement aujourd'hui? Alors le climat beaucoup en effet. Maintenant parce que risque systémique, complexe, etc. L'accord de Paris. Après, il y a eu beaucoup aussi il y a eu Climate Action 100+, il y a eu d'autres initiatives plus concentrées sur d'autres secteurs et les entreprises qui n'étaient pas concernées, mais sur cette thématique-là. Je dirais que la thématique plutôt récente, nouvelle, qu'on a essayé de structurer de la même façon, c'est plutôt sur les sujets de biodiversité. Donc on a créé avec d'autres investisseurs Nature Action 100. Donc on est quelques années après Climate Action. Là, on va publier un benchmark aussi avec 6 indicateurs d'ici la fin de l'année. Il y a eu 100 entreprises qui ont été choisies. Alors maintenant, on est à 200 investisseurs. Donc ça grandit de la même façon. Et donc on voit qu'il y a cette thématique qui prend de l'ampleur. Michael Herskovitch, directeur de l'engagement et politique de vote de BNP Paribas, répondait aux questions de Grégoire Favet pour dresser le bilan des assemblées générales 2024 dans l'émission Smart Bourse du 10 juin dernier. J'aurai le plaisir, quant à moi, de vous retrouver pour une nouvelle édition de Smart Bourse demain à 17h. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site bismarttv.fr et en podcast sur toutes vos plateformes préférées.